Bonjour chers amis, bienvenue dans Perles de Culture. Nous filons tout de suite au cinéma avec vous, cher Olivier. Merci beaucoup d'accepter de faire le monsieur loyal dans cette émission. On sait qu'en période de vacances c'est toujours difficile. Et nous parlons de deux films. Donc le premier film ce sera L'homme qu'on aimait trop. L'homme qu'on aimait trop. Maurice Agnelet. Sur Maurice Agnelet, absolument. Donc pourquoi Duo d'escrocs. Duo d'escrocs. Après, ce sera peut-être plus court, Duo d'escrocs. Oui. Pourquoi l'homme qu'on aimait trop? Pourquoi L'homme qu'on aimait trop? D'abord parce que c'est un des films du moment, avec une brochette d'acteurs quand même de premier ordre. Guillaume Canet qui joue Maurice Agnelet, Catherine Deneuve qui joue Madame Leroux-Mère, donc des acteurs de premier ordre, et puis ça nous plonge à la fois dans le monde de la Côte d'Azur et des casinos des années 70, qui est un monde assez savoureux, et en même temps au cœur d'une affaire qui n'a pas fini de révéler ses secrets, puisque l'affaire Agnelet, ou l'affaire Leroux, comme on dit, occupe quand même une des premières places médiatiques depuis au bas mot les années 80. Moi, depuis ma naissance, tous les 5 ans, on entend parler de l'affaire Agnelet, en ayant l'impression que ça y est, on a tout compris, et en fait, non. En fait, on n'a toujours pas compris. On peut peut-être une question plus terre à terre, d'abord juste pourquoi l'homme qu'on aimait trop littéralement? Ah, pourquoi l'homme qu'on aimait trop? Je pense que le film essaye d'apporter une réponse. On voit ce Maurice Agnelet, qui est un jeune avocat d'une trentaine d'années, petite quarantaine éventuellement, qui a du succès avec les femmes. Toutes les femmes lui courent après. Il n'hésite pas d'ailleurs à aller profondément dans l'amour qu'il peut éprouver pour les unes et pour les autres. Il y a cette phrase dans le film que j'ai trouvée absolument épouvantable et en même temps qui résume bien le personnage. Agnès Leroux commence à être amoureuse de lui. Et elle lui dit « Quand est-ce qu'on peut se voir ?» Et il lui répond « Je vois ma maîtresse ce soir, mais si tu veux, après minuit, je peux passer te voir. » C'est d'une spiritualité à toute épreuve. Et donc en fait, cet homme, voilà, toutes les femmes l'aiment, son ex-femme, ses maîtresses, Agnès Leroux bien sûr. Il travaille son rapport de séduction pour réussir à parvenir à ses fins, qui est celle de sa fin principale, c'est l'enrichissement. Ça crève les yeux. Et l'amour, en tout cas l'amour charnel à défaut de l'amour réel. On peut peut-être regarder la bande-annonce et en dire un mot après. Le corps d'Agnès n'a jamais été retrouvé. Ça fait plus de 20 ans. Il faudrait peut-être apprendre à faire le deuil de votre fille. Ma fille a été assassinée par Maurice Agnelet. Je ne peux pas laisser l'assassin d'Agnès en liberté. Je ne peux pas. Votre mère a été retenue au casino. Vous avez fait bon voyage? Faut pas regarder le feu comme ça rend triste. Mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Moi, par exemple. J'ai posé des questions sur vous. Vous savez, il faut pas croire tout ce que les gens disent sur moi. Je veux ce qui m'est dû. Mais je peux pas racheter tes parts pour l'instant, j'ai pas les fonds. Votre ennemi, c'est Frattoni. Il monte des opérations de déstabilisation pour faire tomber les casinos de la côte. Un petit avocat qui a pas les moyens de ses ambitions. Pour vous, les gens sont vraiment que des larbins. Votre fille a raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux plus travailler pour vous, je ne serai plus votre conseil. Évite-toi de ce type, il est malsain, il s'intéresse qu'à ton argent. Je crois que j'ai une idée qui pourrait intéresser Frattoni. C'est un gangster, non? Combien elle veut l'héritière? 3 millions? Ok si elle vote contre sa mère. Je vous demande donc de voter pour le renouvellement de mon mandat. Je vote contre. Qu'est-ce que tu fais? Agnès, je vote contre. On ferme la boutique. Une fois qu'on aura signé, Maurice sera la seule personne qui aura accès à mon compte. Faut pas que tu t'imagines que tu viens de m'acheter là. Cette procuration ne changera rien entre nous. Je sais que Maurice n'est pas l'homme d'une seule femme. J'ai jamais demandé à être aimé, moi. Alors je vais pas jouer au mec amoureux juste pour te faire plaisir. Je suis désolée, j'arrive pas à me contenter de ce que tu me donnes. ce type te rendra malheureuse. Tu n'as pas le droit de me laisser comme ça, sans nouvelles, dans l'inquiétude de savoir où tu es. Est-ce que tu deviens? Je te demande pardon. Maintenant, je veux un sourire. Un vrai. Voilà, l'homme qu'on aimait trop, tout un programme, on voit se dessiner la dimension dramatique de la chose. C'est pas trop à charge contre Agnelet?
Alors c'est la grande question, parce que finalement dans cette affaire Agnelet, moi en tout cas je ne sais pas si Maurice Agnelet a tué Agnès Leroux, vous non plus mon cher Olivier, non, à moins que vous ayez été là dans les années 70, mais je ne pense pas. Évidemment le film est un peu à charge, ne serait-ce que par la position de la mère qui est jouée par Catherine Deneuve, qui on le voit dans la bande-annonce commence à dire je sais qu'il est coupable et donc je cherche à le faire condamner. Et d'ailleurs on voit dans le film que après la fermeture du casino, elle perd l'essentiel de sa fortune et elle dépense tout ce qu'elle a en détective privé et en harcèlement aussi des juges pour faire condamner Agnelet. Elle termine sa vie dans un 2 pièces pas très élégant alors qu'elle vivait dans une grande villa sur la côte pour faire condamner Maurice, c'est-à-dire voilà, mettre fin à cette affaire qui a détruit sa vie, puisqu'elle a perdu sa fille, elle a perdu son casino, son mari était déjà mort, elle a tout perdu. Maintenant, est-ce que Maurice Agnelet est coupable ou pas ? Je ne sais pas, il a été condamné assez récemment d'ailleurs dans cette affaire pour la 3e ou 4e fois. Néanmoins le film en fait ne s'intéresse au procès lui-même que pendant même pas 10% du temps, puisque l'essentiel du temps en réalité est passé à nous raconter la genèse de l'histoire de Maurice Agnelet et d'Agnès Leroux. Une histoire de manipulation. La manipulation, alors on voit que lui est très manipulateur, dans la bande-annonce c'est dit d'ailleurs, il lui dit je ne t'aime pas, enfin c'est pas quelqu'un qui cherche à mentir en faisant semblant d'être amoureux, mais c'est quelqu'un qui se rend tellement désirable que les gens lui donnent tout ce qu'ils ont, et Agnès Leroux lui donne toute sa fortune. Même si 3 millions de francs ça peut faire sourire, c'est quand même à l'époque une somme relativement importante. Et puis dans la déchéance d'Agnès Leroux, puisque c'est une fille qui était déjà pas très équilibrée, le rapport avec la mère est assez malsain, elle ne sait pas tellement ce qu'elle veut faire de sa vie, son histoire qui pour elle est une histoire d'amour avec Maurice Agnelet est une histoire ratée, elle fait une tentative de suicide, qui est raté aussi. Qui est raté aussi. Alors dans le film, on voit que Maurice Agnelet la sauve plus ou moins. Est-ce que c'est la réalité ou pas ? Je ne sais pas. Mais j'imagine que cette partie-là est quand même assez proche de l'histoire réelle de Maurice Agnelet et Agnès Leroux. Et puis enfin, disparition d'Agnès Leroux dans le film. Et puis on arrive à une époque plus récente. On voit une Catherine Deneuve très vieillie, alors faussement vieillie d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas tellement changé de tête. On lui a changé sa teinture de cheveux, mais enfin c'est quand même pas incroyable en termes de maquillage. Et procès de Maurice Agnelet. Alors le procès évidemment est considérablement simplifié, puisque dans la vraie vie, il y a eu 3 ou 4 procès pendant une quinzaine d'années. Maurice Agnelet a été condamné, puis il a été libéré en appel puisqu'on a estimé que ce n'était pas lui le coupable. Il a été condamné à nouveau sur la base notamment de témoignages de son ancienne maîtresse qui se trouve être devenue entre-temps la femme de son fils. Son fils lui-même termine en témoignant contre lui en disant « Mon père a dit qu'il avait tué Agnès Leroux en Italie, je ne sais plus en quelle date, il l'a dit à ma mère. » C'est autour des années 70. Alors le nom, la disparition. La disparition est dans les années 70, mais le procès date des années 90 et même des années 2000. Puisque les dernières décisions doivent être de 2010 ou 2011, enfin c'est assez récent. Et au final, la mère a dit « Non, c'est faux, Maurice ne m'a jamais dit ça, mon fils est un affabulateur ». Donc cette affaire est tellement compliquée, entre Agnès Leroux, sa mère, qui évidemment est de parti pris, Maurice Agnelet, qui lui-même jure qu'il est innocent, avec quand même... On le voit dans le film, des éléments de caractère qui laissent présumer qu'il peut être coupable, notamment pour une raison qui à mon sens se suffit presque à elle-même, c'est que en fait Maurice et Agnès Leroux montent une combine, on le voit dans la bande-annonce, contre la mère, qui consiste à vendre les droits de vote d'Agnès Leroux dans le conseil d'administration du casino à Frattoni, qu'on identifie comme le mafieux, assez sympathique par ailleurs, qui veut prendre le contrôle du casino, et le tout pour 3 millions de francs. Maurice Agnelet est d'ailleurs condamné, parce que ça c'est une pratique totalement illégale, et en tant qu'avocat, il n'avait absolument pas le droit de faire ça. Mais cet argent est placé dans une banque en Suisse, et chacun des deux, Agnès et Maurice, a une procuration sur le compte de l'autre. Donc ils font moitié-moitié, ce qui est déjà assez sympathique. Et en fait, après la disparition d'Agnès, Maurice récupère tout sur son compte personnel et annule la procuration
que Agnès détenait sur son propre compte. Donc en clair, il s'approprie l'ensemble de la fortune d'Agnès qu'il joint à la sienne. Donc ça, évidemment, ça laisse assez perplexe. Donc lui s'est justifié en disant qu'elle avait disparu et que de toute façon c'est ce qu'elle aurait voulu, et que c'était pour lui l'occasion d'empêcher la mère de reprendre le contrôle. Évidemment, Agnès Leroux n'étant pas là pour donner sa version des faits, on ne sait pas. Mais ce que j'ai trouvé assez bon, c'est qu'en fait on ne sombre pas comme souvent dans ce genre de film un petit peu judiciaire, dans une approche très il y a un coupable, il y a un gentil, et puis une espèce de romance qui naît autour de ça, où il faut forcément faire tomber le méchant. Là c'est quand même plus subtil, en tout cas dans la première partie du film, hein, qui dure 90% du temps, où on voit la trame se tisser. Après, sur le procès lui-même, c'est tellement simplifié que d'une certaine manière on aurait préféré que ça n'arrive pas. Moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la partie procès et que chacun puisse se faire sa propre idée de la disparition d'Agnès. Mais est-ce que quand on sort de la salle on n'a pas un peu envie du droit à l'oubli, puisque ça fait plus de 40 ans, quand bien même il aurait été condamné, ce serait fini maintenant, il n'aurait pas pris 60 ans de prison pour avoir assassiné une jeune fille dans les années 70. Est-ce qu'il faut pas, mais bon, comme il a été condamné récemment, il a pris de la prison récemment. Le fait est qu'il était parti au Panama entre-temps. Enfin, bon. C'est la grande question. Alors quand on arrive dans la salle, il y a un petit texte, hein, qui s'affiche sur l'écran qui nous dit en gros cette histoire s'inspire de faits réels et ça ne préjuge pas de la culpabilité ou non de Maurice Agnelet. Soit. Néanmoins, on sait tous, comme le film sur DSK, même si ça s'inspire de faits réels et qu'on nous dit que ce n'est pas des faits réels, on devine tous très bien de quoi il s'agit en réalité. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce monsieur Agnelet pourrait avoir un droit à l'oubli. Cette affaire, moi j'étais pas né du temps de cette affaire, vous non plus mon cher Olivier. Ça date quand même un petit peu. Néanmoins, ça a été un tel drame. Voilà, c'est une affaire qui est revenue sur le devant de la scène quasiment tous les 5 ans, avec en plus l'histoire du palais de la Méditerranée, hein, qui est aussi un drame social qui est à peine effleuré dans le film, mais qui était le on voit dans la bande-annonce des casinos de la Côte d'Azur, qui a fermé, qui a ensuite, qui a rouvert d'ailleurs il y a 4 ou 5 ans, mais ça a été une plaie dans le front de mer niçois pendant de nombreuses années, et plus de 250 personnes ont perdu leur travail à ce moment-là. Donc c'est pas une affaire totalement anodine, dans la vie niçoise en particulier, ça a laissé beaucoup de traces. Après, quelle est la pertinence de ce genre de film ? On en a souvent, hein. Il y a eu celui sur l'affaire Halimi assez récemment, dont on a parlé d'ailleurs ici. Qui n'a pas marché d'ailleurs. Qui n'a pas très bien marché, qui n'était pas un mauvais film, même si la fin est toujours... Et c'est exactement la même chose dans ce film-là, c'est-à-dire qu'on a une fin qui est toujours un petit peu mi-chef-mi-chou, donc à la fois on a une espèce de profonde empathie pour la victime, bon ici c'est plutôt la mère qui incarne la victime. Donc on a envie d'être avec elle, on a envie de la prendre dans ses bras et de lui dire ça y est, c'est fini, il est condamné, la victoire est atteinte. Sauf qu'il n'y a pas de victoire puisqu'Agnès est toujours morte. Bon, c'était pareil avec Ilan Halimi. Après, la différence quand même, c'est qu'Ilan Halimi, il y a eu des coupables reconnus qui ont avoué également. C'est vrai. Dans le même cas que le film sur Mesrine qui le rendait sympathique, il était coupable et reconnu coupable. C'est tout à fait vrai. Dans Ilan Halimi, il y avait quand même un peu de pathos à la fin, hein, puisque on voyait le coup on a transféré Ilan en Israël pour planter un arbre au-dessus de lui, parce que Ilan, ça veut dire la vie. Enfin, bon, c'était un petit peu too much. Là, dans l'affaire Leroux, ça allait beaucoup moins, mais le procès est tellement lacunaire qu'en fait, on a envie d'en savoir plus et on aurait presque pu faire un film sur le procès lui-même et ses rebondissements, avec des flashbacks dans la vie, plutôt que de choisir de faire l'histoire et à la fin le procès. Enfin, moi, je pense que je l'aurais abordé sous un angle différent. Alors, le film, forcément, n'apporte rien à l'affaire, mais je trouve que c'est une belle histoire qui permet aussi d'en comprendre un petit peu plus sur cette affaire qu'on voit dans les journaux, hein, l'affaire Maurice Agnelet, l'affaire Agnès Leroux, qui émaille la presse. Et moi, j'avoue qu'avant de voir le film, je connaissais quasiment pas l'histoire. Je savais qu'il y avait l'histoire de la mère et de la fille et du palais de la Méditerranée, mais je connaissais pas l'histoire d'amour entre Agnès et Maurice Agnelet. Je connaissais pas la personnalité de Maurice Agnelet, qui à l'époque en plus est un jeune homme, hein, parce que maintenant on voit le condamné qui est un vieux monsieur. C'est pas un film qui restera forcément dans les annales, mais pourquoi pas. Dans cette catégorie, en tout cas, c'était, à mon sens, pas si mal que ça.
Alors je vous propose, puisque on a encore 2 minutes à peine, de parler de Duo d'escrocs. Alors 2 minutes, ce sera suffisant pour Duo d'escrocs, non? Je pense que ce sera suffisant. C'est, vous en conviendrez, le gentil navet de l'été. Alors navet parce qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. On a quand même de bons acteurs. On a Pierce Brosnan, notamment, l'ancien James Bond. L'histoire est simple, c'est un chef d'entreprise anglais, divorcé, père de 2 enfants. Il a vendu son entreprise à quelqu'un et le dernier jour où il arrive avant de prendre sa retraite, entreprise fermée, plan de retraite liquidé, et donc il décide de retrouver le type qui lui a fait ça. Ce type qui est joué par Laurent Lafitte, qui est évidemment l'archétype du méchant capitaliste, hein, mondialiste, apatride, tout ce que vous voulez, qui prend le pouvoir, qui prend les entreprises, qui licencie les gens qui selon lui n'ont pas de valeur. Donc c'est le méchant patron, hein, qui en plus joue très bien le méchant, hein, donc c'est absolument totalement manichéen, hein, et assumé. Et évidemment, ce patron ne lui rend pas son entreprise, donc il décide de se venger en volant un diamant très beau que ce monsieur vient d'acheter. Alors, je vous passe toutes les cocasseries qui peuvent arriver. On n'est même pas dans l'humour, pour moi, on est dans le cocasse, hein. Et puis, un scénario d'une faiblesse assez déconcertante, surtout à la fin. Néanmoins, on ne s'ennuie pas. Voilà, donc on s'ennuie, disons qu'on s'ennuie joliment. Voilà, c'est des jolis paysages du sud de la France, une petite course-poursuite à Paris, des voitures Citroën, un peu de placement de produits oblige, des acteurs qui sont bons, c'est sympathique. Voilà. C'est le film d'été pour la ménagère frustrée. Oui, pour la ménagère. Voilà. Non, mais quand on a déjà vu le reste et qu'on n'a pas envie de voir un film intellectuel, qu'on a envie d'aller au cinéma pour voir un film très très léger, un jour d'orage ou un jour de grande chaleur parce qu'il y a la climatisation au cinéma, on peut aller voir Duo d'escrocs. On s'attend à quelque chose de gentillet et on a un résultat gentillet qui fera probablement un bon mardi soir TF1 dans 2 ou 3 ans. D'accord. Voilà. Mais pourquoi pas? On n'est pas obligé d'aller voir que des Oscar alors. Non, il n'y aura pas d'Oscar. Ça me paraît assez évident. On parlera en revanche la semaine prochaine d'un très bon film qui est Playtime de Jacques Tati. Et ça, pour le coup, ça demande qu'on aille au cinéma. Donc rendez-vous peut-être avec vous, mon cher Olivier. Peut-être, puisqu'on change en ce moment toutes les semaines, comme nos amis téléspectateurs s'en rendent compte. Playtime de Jacques Tati, un excellent film qu'on peut aller voir dès maintenant. En tout cas, on le commentera la semaine prochaine avec les quelques sorties qui seront intervenues d'ici là. Merci, Olivier. Ouais. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Je file au cinéma. Alors bonjour cher Olivier d'Ormesson, on vous présente en 2 mots, même si c'est très difficile, puisque en dépit de votre jeune âge, vous avez à peine 30 ans et vous êtes à la fois organiste titulaire, vous êtes à la tête d'une association de sauvegarde de votre ordre, vous êtes également compositeur. Et c'est bien rare de nos jours, et c'est à ce titre qu'on vous reçoit aujourd'hui dans cette chronique de l'art en beauté, dans Perles de Culture, pour parler de votre travail. Alors peut-être en 2 mots, vous pourriez nous présenter votre travail, nous dire ce qui vous guide, quel est votre idéal et comment vous travaillez. Alors merci tout d'abord de cette invitation. Alors en tant que compositeur, je travaille beaucoup sur une musique qui puise une force d'inspiration à l'intérieur de moi-même, souvent liée au spirituel, au sacré, puisque je suis aussi organiste, donc je navigue. La dimension éminemment sacrée, voilà, au spirituel de l'instrument. J'ai peu écrit pour mon instrument pour le moment, jusqu'à présent. J'ai principalement consacré le gros de mes travaux sur des œuvres orchestrales, instrumentales, mais qui ont toujours un lien avec une spiritualité qui m'est propre. Voilà, je suis issu d'une famille, entre autres, de collectionneurs. J'ai toujours été élevé dans l'amour de l'art et du patrimoine, et il ne faut pas oublier que les racines, en tout cas du patrimoine artistique occidental, trouvent leur socle dans la chrétienté, et du coup pour moi ça a toujours été une source d'inspiration. Une source d'inspiration majeure. Voilà.
Et vous avez bien entendu étudié pendant très longtemps l'orgue, et quels sont dans quel courant, si j'ose dire, est-ce que vous dressez, vous vous intégrez? Parce qu'aujourd'hui, on a connu à différentes époques des périodes de création foisonnantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en musique contemporaine, les choses sont beaucoup plus diffuses, et que, si vous me passez l'expression, vous êtes un peu le dernier des Mohicans. Est-ce que vous le vivez comme ça, ou est-ce que, au contraire, c'est nous qui avons une vision complètement déformée, puisque évidemment c'est plus facile de cerner la création a posteriori que de la cerner à l'instant où elle a lieu? On a effectivement une vision un peu déformée, parce que rappelons que l'art est quand même un miroir de la vie, et que la musique reflète la société qui l'a vu naître. On ne peut pas d'ailleurs analyser une œuvre d'art avec nos regards contemporains, du fait qu'on est dans une société de plus en plus consumériste. Et aujourd'hui, souvent, en art, en tout cas, nos oreilles, nos yeux sont en permanence plus harcelés par une omniprésence de la diffusion culturelle qui parfois est plus douloureuse qu'agréable. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui on met le mot culture sur à peu près tout et n'importe quoi, et qu'aujourd'hui on peut, pardonnez-moi l'expression et la vulgarité de l'expression, mais on peut pisser dans la rue et faire passer ça pour de l'art contemporain. Donc oui. Ou de l'art tout court, ou de la culture avec un grand Q, comme on dit dans cette émission. Donc, oui, est-ce que c'est pas aussi un petit peu difficile pour vous en tant que créateur, en tant qu'artiste, pour le coup? On a déjà eu d'ailleurs dans cette chronique des peintres d'aujourd'hui, mais qui ne se réclament pas de la peinture contemporaine. Donc vous qui n'êtes pas un créateur contemporain, est-ce que vous n'avez pas du mal à trouver votre place dans la scène artistique française, comme on dit? Non, alors contemporain, je me revendique comme étant un artiste contemporain, dans la mesure où je suis contemporain de mon époque, et je travaille avec ma conviction, ce qui font que je suis moi, et que ma musique ou mon art et le message que je veux transmettre est mien. En cela, pour moi, je suis contemporain. Après, c'est une question de goût et d'esthétique. Moi, je me revendique plutôt comme appartenant à ce que l'on peut appeler l'école française, donc dans la lignée d'un courant à la Dutilleux, qui vient lui-même de Maurice Ravel, de Debussy. Donc c'est tout ce qu'on nomme cette espèce de raffinement à la française, qui tient d'une grande plasticité de l'œuvre et en même temps d'une grande pudeur, et qui fait toute la beauté de ces courants musicaux. Je suis, bien que j'aime énormément la musique allemande, je suis moins dans les courants contemporain germanique de la seconde école de Vienne, donc c'est-à-dire ce que l'on nomme le sérialisme, bien que je n'ai rien contre cette musique, étant un grand admirateur en tout cas d'Alban Berg, mais ce n'est pas, je me reconnais pas dans cette musique. De même, les courants, le minimalisme ne m'intéresse peu, c'est pour moi plus une image de conceptuelle, et le concept pour moi fait partie de la démarche artistique, mais ne peut aboutir en soi à une œuvre d'art. Il y a une dimension qui le manque. C'est pour ça que je dirais que vous êtes plutôt un artiste d'aujourd'hui plutôt qu'un artiste contemporain, parce que dans l'art contemporain, souvent, le concept est l'œuvre. Oui. D'ailleurs, l'œuvre ne compte pas, puisque l'œuvre ne fait que découler d'un concept et donc peut être reproduite à l'infini d'une certaine manière. Or, dans l'art d'aujourd'hui, vous continuez de travailler comme autrefois, si j'ose dire, avec les valeurs d'autrefois, qui vont au-delà du concept, mais qui ont une vocation de création de quelque chose qui dépasse l'homme, qui sublime l'homme par la beauté, oui, tout à fait. En rejetant le pur concept. Oui, parce que j'ai été élève d'un homme pour qui j'ai une très grande estime, le compositeur Valéry Aubertin, qui est quelqu'un qui a une grande rigueur de travail sur lui-même, un très grand respect du travail des autres dans la mesure où le professionnalisme est là. Ce qui est déplorable parfois dans le milieu de l'art
qu'il soit musical, pictural, photographique, c'est souvent l'amateurisme qui règne. Aujourd'hui, on est dans une société de l'apprentissage, où tout le monde doit pouvoir faire l'expérience d'eux. Mais pour faire l'expérience d'eux, il faut s'investir à fond dans un projet, et parfois cela prend plusieurs années, plusieurs décennies même, pour vraiment s'approprier cette part artistique. Or, on se rend compte, et je le vois en tant que directeur d'établissement, souvent on dit à des élèves, on va essayer le piano, 3 séances, ça suffit, on va essayer la composition, de rentrer dans une classe de composition. Et si on rencontre des difficultés, on arrête tout de suite, on ne s'investit pas plus. Et on retrouve ce phénomène jusque dans l'art, où bon nombre d'artistes cessent de créer, vont essayer de se revendiquer artistes pendant quelque temps. Oui, et même de non-artistes, parce que même de non-artistes, voilà. De personnes vaguement branchées qui prennent 3 photos en vacances et qui font une exposition à la rentrée dans une galerie, et qui les vendent ensuite sur eBay, qui seront ensuite vendus à des amis après un petit cocktail vernissage arrosé généreusement de Bordeaux et pantagruélique en fromage. C'est une vision qui est assez désolante d'ailleurs de la création contemporaine, mais elle fait partie de la société d'aujourd'hui. Vous êtes à l'encontre de cette société contemporaine. Oui, je suis peut-être un peu parfois un peu à contre-courant. Mais il faut l'assumer. Mais je l'assume. Moi, une question qui me taraude, c'est que justement, on parle de tous ces gens qui s'improvisent artistes. C'est assez facile de s'improviser photographe, voire peintre, puisque la technique est à portée de main. Ça l'est beaucoup plus de s'improviser musicien au sens créateur de musique, inventeur de musique, que compositeur, parce que ça demande une maîtrise évidemment de la musique, et c'est quelque chose qui est tellement éloigné des codes de la société d'aujourd'hui, où à la limite on appréhende la musique à travers la Star Academy. Comment est-ce qu'un jour un jeune homme de votre âge, peut-être à 23 ou 24 ans, se dit « moi je suis compositeur ». Bon, je pense que c'est pas à 23 ou 24 ans qu'il le décide, il le sait au fond de lui, dès son plus jeune âge, par une sensibilité, un besoin, une curiosité, un besoin de créer. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des logiciels, en tout cas, aussi bien que ce soit des logiciels d'informatique pour le dessin que pour la musique, qui permettent globalement de faire des choses même si l'on ne possède pas de base. Est-ce un bien, est-ce un mal? Cela permet de faire une occupation chez certaines personnes. Après, aller revendiquer que certaines de ces œuvres qui ont été conçues par des matériels, des outils informatiques, par des gens qui ne connaissent rien à la musique, ou en tout cas à la rhétorique, cela puisse en faire des œuvres d'art, je ne sais pas. Moi, c'est une question presque une question de philosophie de l'art, et on a le droit d'avoir d'autres conceptions. Moi, ce n'est pas la mienne. Donc vous travaillez à l'ancienne. Je travaille à l'ancienne, sur du papier à musique. Voilà, donc on arrive chez Olivier d'Ormesson, compositeur, et on le trouve derrière son instrument ou sur des feuilles de papier à musique en train d'inventer. On trouve, alors il y a des feuilles, il y a un grand porte-partition sur mon piano avec beaucoup d'esquisses manuscrites. Il y a des tas de partitions de papier à musique sur mon bureau, et c'est là où je vais travailler le plus mathématiques, et j'utilise, je n'ai pas honte de le dire, j'utilise de temps en temps le piano pour vérifier, surtout en musique contemporaine où on a tendance à faire des harmonies, donc des groupements de notes, des superpositions de notes parfois très complexes. C'est toujours un peu difficile d'être sûr qu'on a bien entendu et qu'il n'y a pas une fausse note dans ce que l'on a écrit, ou pas vraiment une fausse note, mais une note qui ne correspond pas à ce que l'on veut et qui va changer la couleur en fait de l'accord. Donc je travaille sur papier. Je n'ai pas loin non plus mon ordinateur, car aujourd'hui pour l'édition je suis aussi édité, et là je travaille sur une œuvre que je viens de terminer, qui va être créée vraisemblablement en octobre prochain. Pour les musiciens, il est vrai qu'il est plus confortable d'avoir un support propre, et aujourd'hui ce ne sont plus vraiment les éditeurs qui vous font ce qu'on appelle la gravure, c'est le compositeur qui doit gérer parallèlement et son manuscrit et la gravure de son œuvre. Donc je travaille globalement, progressivement avec les deux en même temps. Mais mon travail d'inspiration
l'inspiration à la base vient toujours sur le papier. Et alors, racontez-nous justement, vous nous dites que vous sortez une nouvelle œuvre qui sera produite au mois d'octobre. Dites-nous déjà les prémices, racontez-nous quel est son sujet, quelle est l'inspiration et où pourra-t-on l'entendre ? Alors, c'est une œuvre qui me touche à cœur, puisque c'est une commande que j'ai reçue de la Fondation de la Trompe, qui dépend de l'Institut de France. On m'a demandé d'écrire pour l'anniversaire de Saint-Louis, 2014, une œuvre sur un poème écrit par mon grand-oncle Jean d'Ormesson en hommage à Saint-Louis qui doit être pour l'instrumentarium suivant, qui est un grand orgue, 3 trompes de chasse et un ténor solo. Donc c'est quelque chose de très passionnant, parce que là j'ai utilisé un instrument qui a aussi une connotation, comme l'orgue a souvent, on en reparlera tout à l'heure, une connotation sacrée, parce que l'Église en a voulu ainsi, mais la trompe, qui se revendique justement trompe de chasse, mais qui en fait le vrai nom de l'instrument est la trompe Henri, c'est un instrument qui n'a pas réellement un répertoire évolutif, qui est cloisonné dans son monde, et là justement pouvoir sortir cet instrument l'instant d'une œuvre, c'est quelque chose qui est passionnant justement de travailler avec des musiciens, parce que c'est un instrument très complexe, il y a certaines choses que l'on aimerait écrites mais qu'on ne peut pas faire jouer à la trompe, donc travailler en symbiose avec des musiciens, ça enrichit énormément l'apport du langage, et puis de voir aussi pour des musiciens qui sont cloisonnés dans leur musique, dans leur pensée de fanfare, justement de chasse, d'avoir le regard d'un compositeur extérieur qui va dire mais est-ce qu'on peut essayer ça? Est-ce que ça c'est faisable? Et on va me regarder avec des gros yeux en me disant oui, mais on nous a jamais demandé de faire ça. Oui, et parce moi, que d'une certaine manière, je vous le demande. Dans la trompe de chasse, il y a une dimension un peu art et tradition populaire, avec toute la chaleur humaine qu'on peut avoir pour cet art, qui est relégué au rang d'art mineur, bien que socialement il soit très important, puisque il est intimement lié à la chasse, et on sait à quel point les Français sont eux-mêmes très liés à cet art qu'est la chasse. Et vous faites dialoguer ça avec l'orgue, qui est probablement l'instrument le plus complexe qui existe, en tout cas un des plus complexes, des instruments les plus complexes, par la richesse qu'il offre en termes de, je ne sais pas si mon mot est exact, mais de panels sonores. Donc on attend avec impatience de l'avoir. Peut-être un tout petit mot pour terminer, parce que notre chronique va arriver à son terme. Vous avez aussi composé un opéra. Oui. Ce qui est une chose tout à fait rare de nos jours. Dites-nous 2 mots sur cet opéra. Alors c'était un projet pour mon prix de composition lorsque j'étais dans la classe du compositeur Valéry Aubertin, où j'ai toujours été très attiré par la voix et par les œuvres lyriques. Je suis un grand amateur d'opéra, et j'avais voulu écrire pour préparer mon cycle de composition un opéra. Ça m'a pris à peu près 3 ans à l'époque, où j'ai écrit le livret d'après une très belle nouvelle de Marcel Schwob, Le Roi au masque d'or, qui est pleine de spiritualité et qui relate en quelque sorte un très grand roi qu'on a eu, qui était Baudouin de Jérusalem, le roi lépreux, et où la nouvelle est absolument magnifique. J'invite d'ailleurs tout amateur de littérature symbolique à découvrir ce petit chef-d'œuvre, et j'en ai travaillé un livret que j'ai mis par la suite en musique. L'œuvre a été partiellement jouée par l'orchestre junior du Conservatoire national, puisque c'est une œuvre qui dure près d'1h10 à peu près. Les budgets pour un compositeur qui présente un prix de conservatoire ne rentrent pas dans cette catégorie. Et malheureusement, c'est la limite de votre art, c'est qu'il faut le jouer. Il faut le jouer, et la musique coûte cher. Plus il coûte cher, alors que le photographe amateur peut tout à fait devenir un grand artiste dans sa salle de bain, ce qui est beaucoup plus difficile pour un compositeur. Donc on vous tire notre chapeau, notre grand chapeau. Mon cher Olivier d'Ormesson, on vous applaudit bien fort, et on va se quitter avec un petit passage de vos créations, et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle séquence de Perles de Culture.
Chers amis de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans cette émission Chouette un livre consacrée à la littérature de jeunesse. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter dans cette émission un auteur de jeunesse que vous avez sûrement déjà rencontré ici ou là et dont vous avez sans doute déjà lu les romans et les albums. Donc Capitaine Cavale, bonjour. Bonjour madame. Donc je pense que je vais dévoiler votre nom et votre visage puisque vous n'êtes autre que le colonel de Cacrès, donc avec une magnifique carrière, notamment chez les pompiers de Paris, d'où nous viennent ces 3 livres. Alors on va commencer par parler donc de cette première trilogie consacrée donc aux aventures de Sergent Flamme. Donc un premier Sergent Flamme code Delta, le second Les cités interdites, le troisième l'affaire Vladimir, et vous nous parlerez bientôt du 4e, et tous ces livres étant édités chez Via Romana. Donc première chose, qui est ce sergent Flamme ? Alors le sergent Flamme est un jeune sous-officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui va être affecté successivement à un certain nombre de centres de secours de la brigade. Alors, il commence ses aventures sur la butte Montmartre. Il les poursuivra ensuite à Aulnay-sous-Bois, dans les banlieues du 93, en Seine-Saint-Denis. Et puis il les continuera dans l'affaire Vladimir, sur un poste un peu particulier, assez sensible d'ailleurs, à l'état-major de l'armée de terre, où il devra dénouer les fils d'une intrigue un petit peu compliquée. Très bien. Donc ce jeune pompier n'est pas vraiment un détective, mais il aime bien quand même être ce petit grain de sable dans les choses du quotidien. Et alors justement, d'où vous est venue l'idée d'écrire des aventures d'un jeune pompier un petit peu particulier ? C'est ce petit cousin de Langelot ou Alors c'est d'une certaine façon un cousin de Langelot parce qu'on va retrouver certains traits et de caractère en particulier, mais également physique, qui sont communs à ceux de Langelot. Et notamment, il est très sportif, il est karatéka, autant de traits bien connus de vos téléspectateurs. Mais c'est également un sous-officier qui va être confronté à un certain nombre de tranches de vie, comme le sont tous les pompiers de Paris, qui sont appelés à un moment de la journée pour rencontrer des gens qui en général sont dans la détresse et qui ensuite vont les laisser une fois que le problème a été traité ou qu'ils sont à l'hôpital. Et ce pompier, il a une qualité qui est particulièrement importante chez les pompiers de Paris, il est curieux. Et donc il aimerait savoir pourquoi est-ce qu'il a été appelé et que s'est-il passé ensuite. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de polar pompier, puisque le sergent Flamme a une âme de détective. Il a une âme de détective, mais alors il est beau, il est sportif, il est courageux, donc ce sont des aventures qui sont lues aussi bien par les jeunes garçons qui vont s'identifier à ce sergent et Flamme, donc surnommé Flamme, et puis aussi aux jeunes demoiselles qui vont avoir le cœur battant et qui vont peut-être, elles, ressembler à la jeune Alice qui devient la bonne amie mais de manière très chaste et très jolie, du sergent, donc ces demoiselles sensibles à ce joli cœur timide. Donc c'est très intéressant parce que chacun de ces romans en fait est l'occasion de donner quelques indications sur votre façon de concevoir la société, de voir les problèmes et puis surtout comment des jeunes bien élevés et dynamiques peuvent finalement sortir leur épingle du jeu, ne pas sombrer dans le désespoir, ne pas sombrer dans le « à quoi bon ?» et au contraire sortir par le haut de ces aventures. Donc pour vous, notamment dans les relations entre jeunes garçons et jeunes filles, sont aussi de temps en temps évoquées. Et puis vous luttez contre cette sorte de déstabilisation permanente de la société en donnant des lignes de force à vos romans. Alors, les romans sont autant de prétextes finalement à transmettre des messages et à faire passer des idées. Je dirais qu'à la base, d'une certaine façon, il s'agit d'une aventure avec un engagement physique qui permet de révéler un certain nombre de qualités, notamment le courage, l'audace, qui sont des qualités propres au sergent Flamme. Ensuite, il y a effectivement cette relation particulière que Flamme entretient avec Alice, qu'il a rencontrée après une intervention, et qui me permettent de faire passer des messages concernant effectivement la société, afin de montrer qu'entre un jeune homme et une jeune femme, les relations ne sont pas forcément des relations telles qu'on les imagine, et je dirais même telles qu'on les promeut aujourd'hui. Il peut y avoir une certaine chasteté, une véritable amitié dans ces relations, même si, on le devine bien, Flamme et Alice sont probablement liés sur l'avenir. Mais il y a effectivement un troisième sujet qui est très intéressant, pardon, je vous ai coupé, mais c'est celui de l'instabilité, donc qu'on retrouve en particulier dans l'affaire Vladimir, où Flamme se rend compte que le monde dans lequel il intervient, il n'en voit que la surface au travers de ses multiples interventions,
mais avec ce sentiment permanent et un peu diffus qu'il y a une sorte d'instabilité qui existe dans ce monde où il faut chercher un équilibre qu'il est de plus en plus difficile de trouver aujourd'hui, oui. Tout à fait. Et alors finalement, ces aventures sont très réelles, elles sont très, très ancrées dans la réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas un monde idéalisé, c'est le monde d'aujourd'hui, donc avec des morts vieux, des violences, avec de la drogue, avec des caïds en banlieue, avec des aventures quelquefois difficiles finalement à vivre, même pour le lecteur. Il y a un petit peu de stress, on doit toujours savoir comment ça va se terminer, qui va s'en sortir vraiment. Et je vais vous demander de nous lire un petit extrait justement de Flamme dans son métier de pompier, s'il vous plaît. Alors, nous avons choisi un extrait donc, du premier tome sur le Code Delta, où Flamme est confrontée à un incendie et à un sauvetage qui va être un petit peu difficile. Au même moment, les premières langues de feu passèrent au travers de la porte. C'était comme des bouffées de chaleur qui s'allumaient et palpitaient un instant dans un éclair orangé. Le phénomène thermique était classique. La pression dans la pièce voisine devait être très forte. Il s'agenouilla et explora les recoins. Il ne mit que quelques secondes pour le trouver sous le lit. L'enfant toussait faiblement, mais le bruit de l'incendie l'avait rendu inaudible. La chaleur devenait de plus en plus forte. De longues bandes de feu passaient maintenant au travers du ventail supérieur de la porte et léchaient le mur en direction de la fenêtre. Et, chers amis, soyez-en quand même rassurés, le petit enfant va survivre. Il va être sauvé et son ours le sera aussi d'ailleurs. Alors c'est magnifique si l'ours est sauvé. Mais écoutez, cette petite ours va nous permettre de faire une liaison tout à fait élégante vers trois albums. Enfin, vous avez écrit plusieurs autres albums d'ailleurs pour les beaucoup plus petits, qui ne sont peut-être pas tout à fait de saison en ce mois de juillet, mais qui sont à mettre dans toutes les bibliothèques familiales. Donc, La Petite Cloche de Pommerit le Vicomte, qui se passe donc à la période de Pâques. C'est un conte de Pâques. Un conte de Pâques. Ouais. Et puis 2 contes de Noël, parmi les nombreux contes que vous avez écrits. La crèche de Poupa, donc, qui parle des animaux qui vont se retrouver autour de la crèche. Et puis un conte très magique, Le Fabuleux Noël du curé de Béhuard. Ces 2 derniers contes de Noël sont édité chez Via Romana et La Petite Cloche de Pommerit le Vicomte chez Pierre Tecky. Donc vous pouvez vous les procurer encore très facilement. Ce sont des contes très bien illustrés, très faciles à lire pour les petits. Et ça, c'est très intéressant. Alors dites-nous, pourquoi vous avez eu envie d'écrire ces contes ? Alors, tout à fait au départ, c'est parce que les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. Et ayant moi-même une nombreuse tribu à la maison, j'étais régulièrement sollicité, notamment le soir. Et en particulier à cette période de Noël, ce qui fait que j'ai imaginé un certain nombre d'histoires, et notamment autour des santons de la crèche. Je pense que je poursuivrai d'ailleurs sur ce thème-là. Et puis, au moment de Pâques, je me suis dit, c'est quand même un petit peu dommage. On a beaucoup de contes de Noël, mais Pâques est peut-être la plus grande fête religieuse. Et nous n'avons pas de conte de Pâques. Et donc, La Petite Cloche de Pommerit le Vicomte a été écrit un petit peu également dans cet esprit. Très bien. Alors, de même que vous venez de nous lire une page de Sergent Flamme, vous allez nous faire le plaisir de lire quelques lignes de ce conte de Noël qui n'est peut-être pas Noël tous les jours, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et vous donner envie, donc, amis téléspectateurs, de lire aussi ces contes à vos enfants, puisqu'ils se lisent. Vous avez beaucoup travaillé sur la musique des phrases, je crois. Oui, en fait, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus au moment où on écrit pour des enfants, c'est de travailler sur le rythme. J'imagine toujours la personne qui va lire à haute voix le texte à un enfant, à un petit enfant. C'est pas évident de captiver l'attention d'un enfant durant plusieurs minutes. Et donc il faut beaucoup travailler sur les assonances, sur les échos, sur les reprises, les répétitions. Et donc sur le rythme en particulier de la lecture. Et c'est cela que je travaille le plus, c'est ce qui m'intéresse. Et finalement, on passe presque plus de temps à écrire un livre comme ça, un petit conte pour enfants qui paraît très rapide par rapport à ce qu'on peut faire pour un livre pour adolescents. Voilà, on est plus dans l'action. Alors je vais donc vous lire un petit extrait au moment où ce vieux curé de Béhuard, qui est un petit sanctuaire marial sur les bords de la Loire, ce vieux curé vit son dernier Noël et au moment où il apporte le santon dans la crèche, brusquement, il se rend compte qu'il a l'enfant Jésus dans ses mains. L'église résonne d'un cantique mélodieux comme il n'en a jamais entendu. Levant un instant les yeux, monsieur le curé la voit remplie de tout le cortège céleste. La joie, le respect et l'adoration se lisent sur les visages des anges. Les moindres recoins de Notre-Dame sont illuminés. On ne distingue plus ni voûte ni piliers.
entre deux rangées imposantes d'anges au tambour chamarré qui roulent doucement une sourdine, le vieux prêtre s'approche de la crèche. D'un geste léger, Marie lui montre la mangeoire de bois. Éperdu de respect, Joseph s'est légèrement incliné. Un petit ange, grave et radieux, semble attendre auprès du berceau. Magnifique. Alors maintenant, quels sont vos prochains projets? Parce que on a trois histoires de Sergent Flamme, enfin 3 polars, pompiers, donc. Est-ce qu'il y en aura un 4e? Alors, il y en aura un 4e qui donc est très bien avancé, on peut le dire. Alors, je ne sais pas s'il sera sorti pour le prochain Noël. Il s'appelle Place Vendôme. Alors, Place Vendôme. Il s'en est passé des choses, Place Vendôme, ces derniers mois. Il s'en est passé pas mal, donc on en retrouvera peut-être quelques-unes d'ailleurs à l'intérieur de ce roman, puisque Place Vendôme, vous avez des bijouteries, bien sûr, oui. Vous avez un ministère, vous avez un grand parc de stationnement sous la Place Vendôme, c'est un petit indice que je donne également. Voilà. Et puis donc, il y a effectivement un centre de pouvoir qui peut être intéressant et qui verra progresser les aventures de Flamme dans des milieux qui sont politico-diplomatiques, mais également qui permettra de faire un petit peu de lumière sur les origines de Flamme. Ah oui, parce que là, c'est aussi un thème intéressant, ce thème des origines, puisque ce jeune Flamme ne connaît rien de ses parents, il est né sous X. Alors il le découvre, très important. Il le découvre au fur et à mesure, effectivement, de la progression des romans, puisque c'est un enfant abandonné et qui va découvrir progressivement qui sont ses parents. Donc c'est encore une enquête dans les enquêtes. C'est une enquête dans l'enquête, tout à fait. Et pour les tout-petits, vous avez des projets? Alors pour les tout-petits, je pense que je vais poursuivre les contes de Noël, et notamment autour de la crèche. Donc j'ai au moins 2 ou 3 projets de contes actuellement. J'aimerais expliquer à vos téléspectateurs pourquoi on trouve dans la crèche une femme qui porte un petit berceau de bois. Que vient-elle faire? J'aimerais également leur expliquer quel est l'animal que le bon Dieu préfère. Voilà. Est-ce qu'il y en a un d'abord? Et quel est celui qu'il préfère, sachant que beaucoup ont des prétentions dans ce domaine-là. Voilà, donc les projets ne manquent pas. Les projets ne manquent pas, mais écoutez, ce sera une très bonne occasion de vous réinviter sur le plateau de TV Liberté. Merci. En attendant, chers amis, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de ces livres que nous conseillons pour les 3 romans à partir de 12 à 13 ans. Vous les trouverez donc sur le blog Chouette un livre. Vous y trouverez aussi d'ailleurs pour tout l'été des conseils de lecture, puisque la Chouette ne prend pas trop de vacances. D'excellents conseils. D'excellents conseils, merci beaucoup. Et donc vous pouvez retrouver nos invités, nos émissions sur Chouette un livre. Et je vous souhaite de très très belles vacances cet été. À très bientôt.